Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans Le Monde aujourd'hui. Voici les titres que nous allons développer ce soir. Les Sud-Africains aux urnes pour des élections législatives et régionales. L'ANC déjà donné vainqueur, même si le soutien au parti de Nelson Mandela a encore diminué ces dernières années. L'épidémie d'Ebola continue de faire des victimes en République démocratique du Congo. L'OMS demande une augmentation de la vaccination contre la maladie. L'Iran suspend des engagements sur l'accord nucléaire et lance un ultimatum. Jour de vote en Afrique du Sud. Les électeurs ont choisi aujourd'hui leur député. L'ANC, qui est au pouvoir depuis la fin de l'apartheid, il y a un quart de siècle, est assurée de la victoire, malgré le chômage, la corruption et la pauvreté qui gangrènent le pays. Une nouvelle majorité parlementaire du parti de Nelson Mandela est synonyme de nouveau mandat pour le chef de l'État, Cyril Ramaphosa. Le reportage d'Anita Powell à Johannesburg est relaté par Didi Diko. Il s'agit d'un jour historique puisque l'Afrique du Sud organise ses 6e élections législatives depuis la fin de l'apartheid en 1994. Les sondages sont favorables à l'ANC, le Congrès national africain, qui devrait pour la 6e fois consécutive gagner les élections. Mais les scandales de corruption et une situation économique morose ont entaché l'image du parti, poussant certains électeurs à se tourner vers des partis d'opposition tels que l'Alliance démocratique et le parti de Julius Malema, les combattants de la liberté économique. Dans la capitale économique sud-africaine, les jeunes électeurs affirment avoir eu du mal à choisir. C'était intéressant, un peu difficile en raison des différents partis présentés, mais j'étais très heureuse d'exercer mon droit aujourd'hui. D'autres électeurs, comme Bobby Madav, partisan de longue date de l'ANC, ont déclaré que le choix était très simple. Très facile, il n'y a qu'un seul parti avec lequel nous avons grandi dans la lutte et nous espérons que dorénavant, ils feront les choses correctement. Le journaliste sud-africain Mmusi Mogotlane a déclaré que le prochain gouvernement aura du pain sur la planche. Le principal problème auquel l'Afrique du Sud doit faire face est la lutte contre la corruption, ce mal qui ronge nos structures gouvernementales. Si nous arrivons à nous débarrasser et faisons en sorte que l'argent dont nous disposons soit réparti équitablement dans la société, alors nous serons en mesure d'améliorer la vie des Sud-Africains. Si nous veillons à ce que les personnes coupables de corruption soient punies et punies sévèrement, alors l'Afrique du Sud sera sur une lancée pouvant améliorer la vie de ses citoyens. Les résultats définitifs sont attendus le 11 mai. Le parti gagnant élira le prochain président qui prêtera serment plus tard ce mois-ci. Pour nous dire davantage sur ces élections sud-africaines, j'accueille à nouveau ce soir notre correspondante Asma Botny-Clark. Elle nous rejoint via Skype de Durban. Bonsoir. Bonsoir Jacques. Les 23 000 bureaux de vote du pays sont fermés depuis maintenant une demi-heure environ. Comment s'est déroulé ce scrutin? Des incidents à déplorer? Alors nous avons assisté à une journée électorale qui s'est dans l'ensemble bien déroulée. Il y a eu quelques incidents isolés avec des rassemblements de personnes qui ont voulu manifester, protester devant des bureaux de vote. Mais la police qui était très présente a rapidement dispersé ces foules et a pris contrôle de la situation et tout est rentré dans l'ordre assez rapidement. A-t-on une idée de la participation ? Alors la participation, les chiffres exacts, on ne les aura que demain matin, puisque comme vous l'avez dit, les bureaux de vote viennent tout juste de fermer, il y a une demi-heure. Mais à vue d'œil, et ce que j'ai pu constater sur le terrain, il y a eu une forte mobilisation des Sud-Africains qui ont tous fait un effort d'aller aux urnes aujourd'hui. Mais une chose est sûre, un chiffre en revanche qu'on connaît, ce sont les 9 millions de personnes éligibles qui auraient pu
voter aujourd'hui et qui ont fait le choix de ne pas voter, de ne pas s'inscrire. Parmi ces 9 millions, il y a 6 millions de personnes âgées de moins de 30 ans. On assiste là à un désintérêt de la jeunesse face à ces élections. Sauf retournement de situation, l'ANC est en route vers une nouvelle victoire. Mais pourquoi ces élections n'ont-elles pas été totalement faciles cette fois ? Alors Jacques, l'ANC a vu sa popularité baisser sous les mandats de l'ex-président Jacob Zuma, des mandats qui ont été caractérisés par des scandales de corruption de 2009 à 2018. Et les électeurs de l'ANC ont l'impression qu'en 25 ans de pouvoir, les choses n'ont pas beaucoup changé. La vie de certains Sud-Africains reste très difficile et quasi semblable aux conditions de vie sous l'apartheid. Et cette déception, elle commence à s'exprimer dans les bureaux de vote. Les Sud-Africains, lors des élections locales de 2016, avaient montré cela. L'ANC avait réalisé son plus mauvais score national en accueillant 54% des voix, alors beaucoup moins que les 62% recueillis en 2014. Et très rapidement, pour terminer, avec la prochaine Assemblée nationale, Cyril Ramaphosa va-t-il pouvoir apporter les changements longtemps promis ? Alors oui, c'est une bonne question. Cyril Ramaphosa a promis d'être l'homme du changement au sein de l'ANC, d'éradiquer la corruption, de faire revenir les investisseurs étrangers, de créer de l'emploi. Mais il faut savoir qu'au sein de l'ANC, Ramaphosa reste entouré de fidèles de l'ex-président Jacob Zuma, qui eux-mêmes sont mêlés à des scandales financiers. Alors Cyril Ramaphosa aura-t-il les épaules, la force et le courage de mettre en place ce qu'il a promis ? C'est ce qu'on se demande et oui, seul l'avenir nous le dira. Absolument. Asma Botny-Clark, vous êtes notre correspondante en Afrique du Sud et vous étiez en direct de Durban. Je ne peux que vous remercier. À très bientôt. Merci, à bientôt. L'épidémie d'Ebola continue de frapper la République démocratique du Congo. L'Organisation mondiale de la santé demande une importante augmentation de la vaccination contre la maladie qui a tué plus de 1000 personnes en 9 mois. Davantage avec Arzuma Compaoré. Les recommandations consistent entre autres en l'approbation des ajustements opérationnels qui accélèrent le processus de vaccination et l'adaptation du dosage en fonction des données d'efficacité disponibles. Le groupe d'experts a également suggéré d'élargir la population éligible à la vaccination avec le vaccin RVSV-ZEBOV-GP, d'introduire un vaccin expérimental supplémentaire et de redoubler d'efforts pour former des infirmières, des médecins et des étudiants en médecine issus des communautés touchées par Ebola afin que ces derniers puissent travailler avec des équipes de vaccination. Ici, d'abord, on a besoin que, avant toute activité, que les parents donnent leur consentement. Ils vont d'abord accepter et nous dire où est-ce qu'on peut nous installer, quand est-ce qu'on peut venir, ça on doit respecter obligatoirement. Chaque journée de vaccination nécessite beaucoup de préparation, mais cela est particulièrement vrai pour le vaccin Ebola en RDC. La vaccination sauve des vies, mais des problèmes subsistent. Pour faire comprendre aux gens que la maladie elle est réelle et que pour se protéger, il faut prendre le vaccin, même si nous savons que ça ne va pas être une protection à 100%. Donc c'est beaucoup de choses et nous ne forçons personne. C'est de façon libre, volontaire et personne aussi n'est payé. Donc il va falloir qu'ils donnent leur consentement avant qu'on ne fasse toute activité sur le terrain. Le vaccin expérimental nommé RVSV-ZEBOV-GP Ebola a été administré à plus de 111 000 personnes depuis le déclenchement de l'épidémie en août 2018. Au Soudan, la crise s'envenime. Les manifestants accusent les généraux de chercher à retarder la transition du pouvoir à une autorité civile. Ce mercredi, ils menacent de lancer un mouvement national de désobéissance. Le conseil militaire qui a succédé au président déchu Omar el-Béchir le mois dernier se dit d'accord avec la plupart des demandes des chefs de la contestation, mais fait état de réserves sur d'autres, dont surtout la charia. Pour les militaires, la loi islamique doit encore primer. Ils reprochent au leader de la contestation de ne pas l'avoir mentionnée.
Le mécontentement se poursuit également en Algérie. Les récentes arrestations de l'influent frère du président déchu, Abdelaziz Bouteflika, et des anciens chefs des puissants services de renseignement provoquent de la méfiance parmi les contestataires. Ils se réjouissent que Saïd Bouteflika réponde de ses actes, mais continuent de réclamer le départ de toutes les personnalités du régime Bouteflika. Washington prévoit d'imposer des sanctions supplémentaires à Téhéran très prochainement. En croire la Maison-Blanche ce mercredi, la déclaration intervient au moment où l'Iran vient de suspendre certains de ses engagements sur le contrôle de son programme nucléaire. Le point avec Irénée Hermanumbu. Face au marasme économique dont souffre l'Iran et la courbe décroissante que présentent ses relations avec ses alliés autour de l'accord de Vienne sur le nucléaire, conséquence du rétablissement des sanctions américaines, Téhéran menace d'abandonner 2 engagements. Elle lance dans le même temps un ultimatum aux Européens, leur donnant 2 mois pour trouver une piste de sortie de crise. À partir d'aujourd'hui, nous cesserons de vendre nos réserves d'eau lourde et d'uranium enrichi pendant au moins 60 jours. Une décision intentionnellement ambiguë selon le secrétaire d'État américain Mike Pompeo, qui dit attendre de voir quelles seront les actions de l'Iran avant de décider d'une réponse américaine. Les autorités iraniennes accusent aussi les Européens de n'avoir rempli aucune de leurs obligations après le retrait américain. Ils ont publié de beaux communiqués, mais dans la pratique, il ne s'est rien passé, s'indigne à Moscou Mohamed Javad Zarif, ministre iranien des Affaires étrangères, ce qui oblige son homologue russe à lancer un appel aux parties européennes signataires de l'accord de 2015. Nous souhaitons que nos collègues, notamment les Européens, s'engagent volontairement à non seulement trouver une solution aux problèmes créés par les Américains, mais aussi à s'acquitter de leurs obligations. Les Européens, la Chine et la Russie ont maintenu leurs engagements, mais se sont montrés jusqu'ici incapables de respecter leurs promesses de permettre à l'Iran de bénéficier des avantages économiques qu'il escomptait en contournant les sanctions américaines. Et le président américain l'assure, les Chinois sont disposés à signer un accord. Donald Trump affirme ce mercredi que les négociateurs chinois viennent à Washington cette semaine pour nouer un accord commercial. Le locataire de la Maison-Blanche maintient toutefois sa position de fermeté face à Pékin et réitère sa menace de nouveaux tarifs. Les tractations doivent reprendre jeudi et vendredi dans la capitale américaine. La partie chinoise est dirigée par Li Yuhe, considéré comme très proche du président Xi Jinping. La chrétienne Asia Bibi a quitté le Pakistan et retrouvé sa famille. Il y a 6 mois, elle avait été acquittée d'une condamnation à mort pour blasphème, ce qui avait suscité l'indignation à l'étranger. Si la première ministre britannique Theresa May a suggéré ce mercredi que Mme Bibi est partie pour le Canada, son homologue canadien, Justin Trudeau, ne l'a pas confirmé. Les autorités pakistanaises n'ont rien dit non plus sur sa destination ou les conditions de son départ. Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, salue la nouvelle qu'Asia Bibi ait bien retrouvé sa famille. Asia Bibi est libre désormais, s'est félicité Mike Pompeo dans un communiqué. La chrétienne avait été condamnée à mort pour blasphème en 2010, après avoir été accusée par 2 villageoises musulmanes avec qui elle travaillait d'avoir insulté le prophète Mahomet lors d'une querelle autour d'un verre d'eau. Ailleurs dans l'actualité, le Parlement de Singapour a voté ce mercredi une loi drastique pour lutter contre les infox, qui permettra aux autorités d'ordonner le retrait de contenu malgré les protestations de géants des nouvelles technologies, de médias et de défenseurs de droits de l'homme. Cette loi donne au gouvernement le pouvoir d'ordonner à des sites comme Facebook et Twitter d'ajouter des messages de correction à côté des posts jugés faux par les autorités singapouriennes, voire de les retirer. Le Conseil de sécurité tiendra vendredi une réunion. Voilà, vous regardez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui sur Vivo Afrique et maintenant un coup d'œil sur ce qui vous attend dans la seconde partie de votre journal. Dans l'Amérique aujourd'hui, gros plan sur la guerre ouverte entre les démocrates et le président Donald Trump autour du rapport Mueller sur la Russie. Au Kenya, le rugby est le nouveau sport à la mode. Sa popularité est telle que la communauté des sourds vient de lancer sa propre équipe. Et le choc en football, une décennie triomphale en Espagne, mais un nouveau fiasco en Ligue des Champions pour le FC Barcelone. Analyse et commentaires tout à l'heure. Il est l'heure maintenant de notre rubrique L'Amérique aujourd'hui. J'accueille Abdourahmane Dia. Abdou, que je retrouve pour la première fois sur ce plateau. Bonsoir Abdou. Ravi de vous retrouver ici. Bienvenue. Merci. Le bras de fer se poursuit. Les démocrates veulent le rapport complet du procureur Mueller sur la Russie. La Maison-Blanche refuse de le livrer au Congrès. La guerre ouverte a-t-elle franchi un nouveau palier ce mercredi, Abdou? On peut le dire, Jacques. La commission juridique qui est contrôlée par les démocrates a voté aujourd'hui sur une entrave aux prérogatives du Congrès. C'est une sorte d'inculpation qui peut donner lieu à une enquête contre le ministre de la Justice. Mais beaucoup d'experts doutent que cela aboutisse à une réelle punition de William Barr, dont le département a envoyé d'ailleurs hier une lettre aux parlementaires leur demandant de reporter le vote, ce qui n'a pas été fait, Jacques. Et pendant que le vote justement se tenait, la Maison-Blanche a annoncé qu'elle rejetait les demandes qu'elle juge illégales formulées par les démocrates concernant donc cette enquête russe. Et selon Sarah Sanders, porte-parole de l'exécutif, il s'agit de manœuvres désespérées qui visent à détourner les Américains des succès historiques du président et d'une économie florissante. Mais le président de la commission judiciaire de la Chambre, Jerry Nadler, explique le bien fondé de la requête des démocrates. Je vous propose de suivre. J'espère que le département de la justice va revenir sur cette décision de dernière minute. En tant que branche indépendante du gouvernement, nous devons avoir accès aux documents dont nous avons besoin pour remplir notre devoir constitutionnel, comme cela a été le cas par le passé. Alors, républicains et démocrates sont donc à couteau tiré sur les conclusions de l'enquête de Robert Mueller. Le chef de la majorité républicaine du Sénat, Mitch McConnell, a déclaré que le rapport Mueller ne donne aucune preuve de connivence de l'équipe de campagne de Trump avec la Russie. Par contre, la démocrate Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants, estime que l'enquête est loin d'être terminée. Je vous propose de suivre les explications de Lionel Gaima. Certains démocrates influents, comme la sénatrice Elizabeth Warren, sont convaincus que le président Donald Trump a commis des infractions pendant la campagne de 2016. Les informations qui nous ont été communiquées dans le rapport Mueller constituent clairement des preuves suffisantes pour entamer une procédure de destitution à la Chambre des représentants. Nancy Pelosi a longtemps résisté à cette demande qui divisera davantage le pays et va consolider la base de Trump. Mais le président Donald Trump est toujours défiant, ce qui met à rude épreuve la patience de la présidente de la Chambre. Ne dites à personne que je vous ai dit ceci. Trump nous incite à le destituer. C'est ce qu'il fait. Chaque jour, il se moque, il mime, se moque, car il sait que cela va encore diviser le pays. Mais il ne s'en soucie pas vraiment. William Barr, ministre américain de la Justice, a expurgé une grande partie des informations sensibles contenues dans le rapport de Robert Mueller. Jeudi dernier, il a refusé de répondre à une assignation en comparaître devant la commission judiciaire de la Chambre. Trump s'est juré de combattre d'autres assignations à comparaître de la Chambre. Et il vient d'invoquer ses privilèges présidentiels pour bloquer la publication du rapport complet de Mueller. Mitch McConnell, leader de la majorité républicaine au Sénat, a assuré mardi que l'affaire est close. Cette enquête a duré 2 ans. Elle est finalement terminée. Chuck Schumer, leader de la minorité démocrate du Sénat, n'est pas du tout de cet avis.
375 anciens procureurs fédéraux ont examiné le rapport Mueller. Ils ont déclaré publiquement que la conduite du président équivalait à un crime, à une entrave à la justice, et que dans tout autre cas, il n'était pas président en exercice. Ces procureurs auraient recommandé des mises en accusation. Le débat est de plus en plus passionné et passionnel avec les auditions ce mercredi devant la commission judiciaire de la Chambre. Chaque parti campe sur ses positions et peut-être le dernier mot sera un recours à la justice contre le ministre de la Justice. Également dans l'actualité américaine, Abdul, le New York Times révèle que le président Trump a perdu plus d'$1 milliard en une décennie. Qu'en est-il et comment a-t-il réagi? Effectivement, c'est un nouvel épisode, si on peut dire, dans cette bataille entre la presse, ou particulièrement le New York Times et le président Trump. Et selon le journal qui dit s'être procuré des déclarations d'impôts du président sur 10 ans, de 1985 à 1994, Donald Trump a perdu 1,17 milliard de dollars dans ses différentes entreprises et qu'il n'a pas payé le moindre dollar en impôts au gouvernement fédéral. Le journal dit en substance que Donald Trump n'est pas aussi surdoué dans les affaires qu'il le prétend. Mais ce matin, le président a réagi à travers 2 tweets déclarant que, comme le font tous les entrepreneurs dans le secteur du bâtiment ou même dans d'autres secteurs d'ailleurs, il avait déclaré ses pertes juste pour des raisons fiscales. Donc pour lui, rien d'anormal. Il a aussi qualifié l'information du New York Times de fake news. C'est clair que les rapports entre le New York Times et le président ne sont pas prêts, en tout cas, de s'améliorer. Et pour terminer, Abdul, le Cameroun mentionné au Congrès américain. Effectivement, il y a cette représentante de la Californie, qui est la présidente de la sous-commission africaine à la Chambre des représentants, qui a introduit une résolution, en fait, pour demander à ce que le gouvernement camerounais et les rebelles indépendantistes du sud-ouest et du nord-ouest, les régions anglophones du Cameroun, de respecter les droits humains. Donc, pratiquement, il les appelle à la raison. Et vous vous rappelez aussi que Tibor Nagy, qui est le sous-secrétaire américain aux affaires africaines, a récemment visité le Cameroun. Il a aussi lancé un appel à Yaoundé de dialoguer avec les indépendantistes. Abdourahmane Dia, je vous remercie. Voilà un monsieur qui suit cette actualité américaine très bien pour nous. Merci. Merci beaucoup. À très bientôt. Et maintenant, pour un récapitulatif des nouvelles sportives du jour, nous retrouvons Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba. Bonsoir Jacques et bonsoir à vous, chers amis sportifs. La deuxième demi-finale retour en Ligue des Champions est en cours présentement. Donc, l'Ajax n'a jamais été aussi proche de revivre une finale de Ligue des Champions. Eh bien, les Néerlandais mènent 2-0 à la mi-temps. Des buts signés Matthijs de Ligt et du Marocain Ziyech Hakim. L'Ajax, je le disais, n'a jamais été aussi proche de revivre une finale de Ligue des Champions. Le club d'Amsterdam est en ballottage favorable après son succès 1-0 en demi-finale en Angleterre. En cas de résultat positif, l'Ajax peut s'offrir la possibilité d'un incroyable triplé coupe championnat Ligue des Champions, un exploit qui n'a plus été réalisé depuis 1972 et l'équipe d'un certain Johan Cruyff. Dans la première demi-finale disputée hier, Liverpool a réussi son comeback contre Barcelone en s'imposant 4-0 après avoir été dominé 3-0 à l'aller en Espagne. Les Reds sont donc les premiers qualifiés pour la finale du 1er juin. En Espagne, ce matin, la presse qualifie la prestation catalane de ridicule. Bagassi-Koura. Fait rare, le quotidien catalan Sport n'a orné sa une d'aucune photo, préférant un titre en grand caractère sur fond noir de deuil, le plus grand ridicule de l'histoire. Le Barça écrit sa page la plus sombre en étant éliminé de la Ligue des Champions de manière impardonnable à Anfield, à Sen Sport, pointant la responsabilité de l'entraîneur Ernesto Valverde. Pour Mundo Deportivo, l'autre grand journal sportif barcelonais, le naufrage de l'équipe de Valverde est tout simplement une honte. Un Barça sans âme subit une débâcle à Anfield, écrit le quotidien en première page. À Madrid, les journaux pro-Real semblent davantage surpris. Coup de tonnerre à Anfield, a titré le quotidien AS, avec cette mention « Nouvelle hécatombe du Barça en Ligue des Champions et adieu au triplé ». Le journal El Mundo a résumé l'état d'esprit général. Le Barça a signé à Liverpool l'une des prestations les plus ridicules de son histoire. En Angleterre, par contre, la plupart des journaux saluent simplement le miracle d'Anfield. Ainsi va le foot cruel par moment. Nous parlons de rugby pour finir.
Et direction le Kenya où la balle ovale est l'un des sports les plus populaires. Le pays dispose d'une équipe nationale compétitive qui a déjà été championne d'Afrique par 2 fois, en 2011 et 2013. Inspirés par ce succès, des membres de la communauté de sourds-muets ont lancé une équipe de rugby de sourds-muets l'an dernier et rêve grand. Sur place à Nairobi, Sarah Kimani a suivi une séance d'entraînement de cette équipe. Voici son reportage que j'ai repris pour vous. Tous les dimanches, Martin Kasuvia fait 1 heure de route pour prendre part à la séance d'entraînement avec son équipe de rugby. Mais Martin n'est pas un joueur ordinaire dans une équipe régulière. Il est sourd-muet comme tous ses coéquipiers. Quand j'étais jeune, il n'y avait aucune équipe de rugby des sourds, mais les gens aiment se joindre à ce qui est nouveau. Donc j'ai décidé de me laisser aller à quelque chose de nouveau et c'est l'équipe de rugby des sourds. Le rugby des sourds-muets est le même que celui régulier, sauf que les arbitres utilisent un fanion pour attirer l'attention des joueurs. Cette équipe contribue à lutter contre la stigmatisation faite à l'égard des sourds-muets. Maurice Okwach en est le formateur et dirige l'association kenyane de rugby des sourds-muets. Au Kenya, les gens qui entendent sont les seuls qui ont une équipe de rugby. Nous avons réfléchi et nous nous sommes dit, allons copier l'Afrique du Sud, formons donc une équipe de rugby de sourds. L'équipe formée, ce ne fut pas possible de trouver un entraîneur également sourd-muet pour encadrer les joueurs. Le rugbyman Brennan Rashid s'est alors lancé pour apporter sa contribution. J'ai vu les progrès, je les ai observés étape par étape, cherchant à bien comprendre le jeu et c'est la meilleure chose que je puisse leur donner. L'équipe n'a pas de sponsor et n'a pas encore joué un match officiel, mais les joueurs rêvent grand et veulent se qualifier pour les prochains Jeux olympiques de sourds-muets en 2021. Nous devons obtenir une médaille d'or. Nous devons battre toutes ces autres équipes et obtenir un trophée. Je sais que les Kenyans ont une ouïe développée. Ils sont forts et même pour nous, l'équipe de rugby des sourds, nous devons les imiter. Nous voulons devenir aussi forts qu'ils le sont. Pour l'instant, l'équipe kenyane de rugby de sourds-muets continue sa formation. Les yeux rivés sur son objectif, les prochains Jeux olympiques de sourds-muets en 2021. Pourquoi pas, messieurs, courage et à demain. À demain, Yacouba. Et puis, le bébé royal a finalement un prénom, Archie. Le prince Harry et son épouse Meghan ont présenté ce mercredi leur fils au public et à la reine avant d'annoncer son prénom, Archie Harrison, un choix inattendu qui s'éloigne des prénoms classiques portés dans la famille royale. Buckingham Palace précise que le nom complet de l'enfant est Archie Harrison Mountbatten Windsor. Le choix d'Archie, version courte du prénom Archibald, a surpris les parieurs qui misaient plutôt sur Arthur, Alexander ou James. Et voilà, point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe. Rendez-vous demain, même heure, même endroit. À demain.